Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous ? Dans cette capsule, perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde ? Alors avant tout, je tiens à préciser que oui, malheureusement, cet épisode contient des spoils. On peut pas vraiment faire autrement parce que sinon c'est compliqué d'aller vers une analyse un peu pointue et on est toujours en train de réfléchir à est-ce qu'on va spoiler, est-ce que ça va être dramatique pour notre auditeur et nos auditeurs. Donc oui, il y a du spoil, désolé. Donc on vous conseille fortement d'aller voir les œuvres car c'est tout simplement plus simple de voir les œuvres avant d'en parler. Et c'est aussi beaucoup plus intéressant si vous les avez vus, comme ça au moins vous pourrez avoir en référence les lignes qu'on cite par moment, ou alors même juste le visuel, enfin, petit conseil, à prendre ou à laisser. Et donc, on va commencer d'abord par peut-être une petite partie un peu plus explicative sur ce que nous statuons comme la perte de contrôle. Nous nous intéressons à la perte de contrôle comme ici une fin du monde pour le protagoniste, mais en fait la fin de son propre monde. Et ce qui nous intéresse au final, c'est comment se caractérise cette perte de contrôle. Je pense qu'on peut dire sans grande surprise que c'est une sortie de l'habitude. C'est un comportement ou un événement qui devient alors imprévisible et qui crée un sentiment d'inquiétude et de peur parce qu'au final la situation échappe à ce qui a pu être imaginé, connu ou ce qui a pu être mentalement prévu. Donc en résumé, la fin du monde du personnage démontre une fin des choses telles qu'elles ont toujours été, telles que ce personnage-là ou ce protagoniste les a toujours connues. Pour commencer, on va débuter avec le film The Game, qui a été produit en 1997, qui est un thriller écrit par John D. Brancantu, qui a fait entre autres Terminator 3 et 4, et Michael Ferris, qui a aussi écrit les 2 derniers Terminator. Donc c'est un scénario qui a été écrit tout d'abord en 91, mais qui a ensuite connu plusieurs rachats de boîtes de production et qui a changé de réalisateur par 2 fois. Donc le dernier réalisateur, celui qu'on connaît, c'est David Fincher, qu'on ne me présente plus, avec un casting très VIP, avec entre autres Michael Douglas et Sean Penn. Donc c'est un film qui a eu un accueil du public très très favorable et également un accueil positif pour la critique. Le résumé, très rapidement, donc notre protagoniste s'appelle Nicholas Von Horton, richissime homme d'affaires, distant et solitaire, fête ses 48 ans, l'âge auquel son père s'est suicidé en sautant du toit de la maison familiale. Conrad, son petit frère, aux mœurs, disons, assez légers, entre autres ancien toxicomane, lui offre en cadeau la carte de visite d'une société d'organisation de divertissement qui s'appelle CRS. Si ce dernier décide d'appeler, alors débutera ce qui est appelé le jeu. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est tout d'abord la configuration qui nous est offerte. Donc on a un personnage versus sa construction sociale, donc le personnage versus le jeu. Donc d'abord on a un jeu qui rend fou. Il rend fou parce que sa simple proportion de jeu, qui est censée être à la base un divertissement, se mute en quelque chose de complètement hors de contrôle. Ce que j'ai trouvé très pertinent, et je pense que je vais y revenir à la fin parce qu'à mon avis, il y a une sorte de double lecture qu'on peut avoir sur le film. Ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est qu'on a cette impression par moment d'énorme mastermind qui commande le jeu et qui a dans son pouvoir toute la ville. Et je pense que c'est vraiment cette dimension-là qui rend le jeu complètement hors norme et hors de contrôle. Tout le monde peut être complice. Donc ça va de son frère à la servante dans sa maison, mais jusqu'aux autorités même. Donc on se demande limite si chaque policier
qui arrête Nicolas n'est pas un complice entre guillemets du jeu, comme le moindre passant. Donc ici, on a un spectateur, comme le protagoniste, ne met pas en doute l'existence même du jeu, ou alors le fait que cela n'existe que dans la tête de ces derniers, ce qui est différent des 2 autres films, dans lesquels on a une sorte de flou sur la véracité des actions qui nous sont montrées. Ici, c'est pas le cas, on n'a pas de flou, déjà parce qu'on a vu le personnage de Nicolas procéder à toutes les démarches, donc il a appelé, il a fait les tests, il s'est présenté aussi, je trouve, comme un personnage qui est très terre à terre, qui est très rationnel et qui semble qu'il qu'il ne croit que ce qu'il voit. Donc en gros, je pense qu'on peut dire qu'ici on a une sorte de narrateur de confiance. On a un personnage à qui on peut faire confiance, ce qui de nouveau est pas forcément le cas, je trouve, dans Donnie Darko ou Take Shelter, où on a du mal à se situer par rapport à ce que le personnage principal voit ou croit. Donc ici, on a le personnage de Nicolas, qui est en fait un catalyseur de son propre chaos, parce qu'en fait, c'est lui qui choisit de jouer au jeu. Malgré tout ça, je trouve que l'acte 1, l'introduction du personnage et de son univers, de son univers normal, classique, est assez long. Je trouve que on prend vraiment le temps de bien détailler sa routine, son caractère, son passé. C'est vraiment une espèce de procédé, je trouve, très américain et très, très classique dans la manière de montrer l'évolution d'un personnage, de montrer l'évolution d'une histoire. Donc, par moments, je trouve que c'est pas ennuyeux, mais c'est presque trop didactique. Et un peu long aussi. Après, c'est important, je pense, pour que le spectateur ressente une identification avec le personnage. Oui, je pense que c'est important, mais là, je trouve quand même que c'est très long. Après, c'est un personnage aussi qui est très caricatural dans sa manière de vivre, dans ses habitudes, même dans son caractère. Donc, je trouve qu'on cerne assez vite le personnage froid, distant, un peu triste, seul. Et franchement, le jeu de Michael Douglas, je suis pas une très très grande fan de Michael Douglas, mais je trouve qu'il est très fort à jouer ce type de personnage-là et on capte assez rapidement dans son jeu, dans son regard ou dans son visage toutes ces subtilités-là. Du coup, oui, je trouve qu'on est dans un rythme qui est assez lent pour le début. On attend vraiment que les événements s'enchaînent. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de ventre mou un peu à ce moment-là. J'aurais aimé que ça s'enchaîne un petit peu plus vite, que l'action prenne... Parce qu'en soi, je trouve que l'histoire et la bande-annonce sont très accrocheuses. On a un personnage qui est un personnage catalyseur, mais ça prend énormément de temps à se mettre en place. Donc, je pense que là, on aurait pu avoir peut-être un montage un petit peu plus dynamique ou alors une manière d'écrire le scénario qui aurait été plus dynamique. Pour moi, le vrai dynamisme de l'histoire commence vraiment, je pense, on est plus ou moins au milieu de l'acte 2, quand Nicolas fait quand il fait la connaissance de la serveuse avec qui il doit fuir dans la ville. Et là, ensuite, on a un rythme et une pression qui commence à monter crescendo et qui s'allie super bien à la perte de contrôle du personnage qui le dépasse de plus en plus. Par exemple, pour donner quelques faits comme ça, on a par exemple le taxi qui manque de le tuer dans le fleuve, on a une fusillade, on a une course-poursuite. Là, je trouve qu'on commence à avoir vraiment l'histoire qui s'enchaîne, ce qui n'est pas forcément le cas avant. Après, justement, je pense que c'est intéressant, il joue de ça, le fait qu'on sait jamais quand le jeu commence. Donc du coup, on a l'impression que ça met du temps à se mettre en route, le récit à se mettre en route, tout, mais justement, on sait jamais quand le jeu commence. Est-ce qu'il a déjà commencé? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la fiction? On sait jamais, et du coup, on est perdu en même temps que le personnage. Donc justement, je pense que le réalisateur, il joue beaucoup avec, pour le coup, nos sentiments, en apportant cette confusion pour le spectateur. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est important quand même. Il faut pas rusher non plus les événements ou la trame même de l'histoire. Et c'est vrai que justement, on ne sait pas quand est-ce que le jeu commence. Mais comme je dis, je trouve qu'on n'a pas tellement de flou. On n'a pas tellement de flou avec le personnage de Nicolas. C'est assez vite clair. Par exemple, je trouve que quand il y a le clown qui est retrouvé sur l'allée en face de sa maison, pour moi, c'est très très clair que le jeu a commencé et entre l'événement clown et par exemple ce que je disais avec la rencontre avec la fausse serveuse, on a énormément de temps entre les deux. Ça, par exemple, je pense que ça aurait pu être plus dynamique quand même dans l'enchaînement. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. Sinon, je trouve que le décor, la lumière, l'ambiance et les costumes
sont tout à fait à l'image du protagoniste. Et ça, j'ai trouvé très malin, parce que ça nous aide très rapidement aussi à rentrer dans l'univers du personnage. On a vraiment ce décor qui est très triste, froid, alors que je crois que oui, ça se tourne dans la ville de San Francisco, et je n'imaginais pas du tout la ville de San Francisco de cette manière-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrême. Moi, j'imaginais quelque chose de plus solaire, de plus vivant peut-être. Alors que là, je trouve qu'on a une ambiance très triste, froide. Ouais, très éco-test. Voilà, exactement. Ça me fait plus penser à New York enfin, en tout cas, à l'imagerie de New York que j'ai plutôt que San Francisco. Et là, on a cette notion d'espace, mais pas cette notion de ville accueillante. L'atmosphère, pareil, c'est très froid. On a des plans, même si on a des plans avec des éclairages plutôt chauds par moment, on est quand même dans la plupart du temps une lumière très contrastée avec des ombres très dures qui tombent sur les visages et qui les coupent. Même le décor, il est souvent plongé dans le noir. Il y a des parties du décor qui sont plongées dans le noir. Ce qui est assez intéressant parce qu'on se demande justement toujours un peu ce qui peut surgir de ce décor-là. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui est tapis dans le noir et qui observe presque le personnage. Pareil pour les costumes, on a quelque chose de hyper classique dans les teintes, c'est très sobre. Donc on a vraiment un monde à son image, façonné exactement comme lui. Je trouve que ça montre vraiment bien l'extension du contrôle du personnage sur son univers. Après, justement, c'est intéressant de la manière dont on filme cette ville, justement. Parce que on a toujours ce cliché de Mexico qui est filmé avec un filtre sépia, je sais pas quoi, pour montrer qu'il fait chaud, voilà. Et peut-être qu'on a, on a un inconscient collectif où San Francisco, c'est forcément le soleil, la côte ouest, la Californie, tout ça. Et là, c'est intéressant de montrer une ville très urbaine quand même, avec un manoir genre isolé de tout, avec où le personnage il sort énormément de nuit et tout. Et finalement, ça retrace pas mal la vie des personnes de la city, typiquement. Des gens qui finissent très tard le soir, qui vivent que dans des bureaux, qui vont que dans des cafés très chics. Et finalement, c'est un peu comme si, oui, voilà, c'était la ville vue par le prisme du personnage, quoi. Et du coup, ça nous donne une autre facette de San Francisco auquel on est habitué à voir dans les autres films. Oui, j'ai même l'impression que ça aurait pu être tourné à peu près dans n'importe quelle ville, que ça n'aurait rien changé. On sent que c'est vraiment dans la manière, dans le regard qu'on porte sur l'endroit, comme une sorte de studio, en fait, qui est presque très, très malléable. Et en fait, peu importe l'endroit, ça aurait toujours été le même problème. Ouais, tout à fait. Un autre aspect que je trouve assez intéressant par rapport, toujours en restant avec Nicolas, c'est le rapport au corps qui est très, très particulier. J'ai remarqué que c'est un personnage qui se blesse beaucoup. On a vraiment l'impression que le corps, c'est cet objet organique qui, bien qu'il nous appartient, échappe quand même au contrôle par moment. Et en fait, le corps suit vraiment ses propres lois biologiques. Ça peut être une extension du contrôle. On peut contrôler, par exemple, ses émotions. On peut contrôler, je pense, la manière dont on va bouger son corps et tout. Mais il y a quelque chose à propos de l'intérieur même du corps qui est complètement hors de notre portée et hors de notre contrôle. Et je trouve que Nicolas, il a cet esprit, cette allure presque robotique par moment. Et toutefois, on se rend compte que le lien majeur entre la perte de son contrôle et lui-même passe par son corps. Tout le film, il est accidentellement taché, mouillé, ses vêtements sont déchirés. Ensuite, c'est quelque chose de plus violent. Par exemple, il tombe, il se pince, il se coupe, jusqu'à cette mort symbolique à la fin, où il tombe, mais de manière vraiment violente. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau avec cette fin. C'est le fait qu'on a cette acceptation du lâcher-prise qui mène en fait à l'acceptation presque de la mort, qui est ce truc qu'on ne contrôlera jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et c'est vraiment l'abandon de la peur. Donc on voit vraiment, en fait, dans tout le film, on voit vraiment le parcours entier du personnage qui passe d'un extrême, une sorte de personnage manipulateur qui a besoin de tout calculer, qui a besoin d'avoir absolument tout sur son contrôle, de son environnement, à son allure, son statut, sa richesse, même les autres, à ce personnage qui s'abandonne lui-même complètement au bras de l'inconnu. Et justement, on a ces marques sur son corps qui s'accumulent petit à petit pour lui prouver presque qu'en fait, il n'est pas une machine. Et je trouve que ce rapport-là, c'est très drôle parce que le film, je pense qu'on peut dire que c'est un thriller. Mais pourtant, on a cette logique du film d'action qui est
pas vraiment opposé, parce que le thriller, il y a quand même cette chose il y a quand même ce besoin d'action, de mouvement et tout. Mais là, on a vraiment cette logique du corps constamment en mouvement qui doit pas s'arrêter, sinon c'est la mort certaine. Et on remarque le rapport très très particulier aux blessures des héros de films d'action, avec la plupart du temps cette apparence indestructible qu'ils ont du corps, ce truc presque mécanique, robotique. Et en fait, on a l'impression qu'il y a que les coupures, le sang, les blessures qui les ramènent à cette condition d'humain organique, de faux héros, qui est en fait fragile. Et cette fragilité-là est même rejetée la plupart du temps. J'ai l'impression que c'est vraiment la même logique pour le personnage de Nicolas. On a vraiment cette logique de personnage qui doit toujours être en mouvement, et on se rend bien compte que au moment où il ne peut plus monter et qu'il se retrouve tout en haut de cet immeuble, au moment où il ne peut plus échapper, où il est en fait rejeté au bord du précipice, c'est là qu'arrive sa mort certaine, mais qui est en fait sa libération, au-delà d'être une mort de faim, entre guillemets. Bah, le parallèle que tu fais dans les films d'action, bah, typiquement, on le voit notamment dans Die Hard, où le personnage, il est inarrêtable et le seul truc qui l'arrête, bah, c'est des débris de verre sur ses pieds nus ou oui, voilà, comme tu dis, c'est des ecchymoses, des blessures, des petites blessures qui freinent sa progression, qui sont le seul antagoniste limite du film et qui l'empêche d'effectuer son rôle, quoi, sa tâche, quoi. Mais ce que tu dis sur la mort, c'est intéressant parce que d'autant plus que le personnage dans le film, là, dans The Game, est confronté 2 fois à la mort. Comme tu dis, il y a la fin où il l'accepte et tout, mais il y a un autre moment, dans le taxi, quand il est enfermé dans le côté passager du taxi, plongé dans la rivière, dans la baie de San Francisco. Et là, on voit un personnage qui littéralement ne veut pas mourir, quoi. Et du coup, il fait des pieds et des mains pour sortir, et finalement, il arrive à survivre. Exactement. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quand on arrive à la fin et que le personnage décide de son propre plein gré de sauter, bah, comme tu dis, c'est une acceptation de la mort et tout, et c'est un personnage qui accepte de lâcher prise et de plus s'attacher, s'agripper aux choses comme auparavant dans le film. Au-delà, pour ce que tu dis, pour la partie dans le taxi, la partie du film dans le taxi, ce que je trouve très très caractéristique même du personnage, et c'est pour ça qu'on voit que il est encore au début, entre guillemets, de sa transformation, c'est le fait que quand il est dans le taxi et qu'il se rend compte qu'en fait sa vie est en danger, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de marchander. Et en fait, on se rend compte que c'est un personnage qui est encore extrêmement attaché à son ego, qui est extrêmement attaché à tout ce qu'il doit abandonner pour arriver à la fin du film, et aussi sortir de ce côté calculateur et être qui veut absolument tout manipuler. Là, il se rend compte que, de un, sa richesse ne sert à rien, dans un cas, disons, plus grave de vie ou de mort comme dans le taxi, et aussi que son statut ne sert à rien. Et là, par exemple... Il n'a aucun pouvoir. Exactement. Et là, par exemple, c'est là qu'on se rend compte que le personnage, il est face à une panique totale, et que les enjeux qui étaient pour l'instant, je trouve, assez légers pour le jeu, on était quand même sur des trucs assez rassurants. Là, on se rend compte quand même que les enjeux montent et qu'on essaye de le tuer, donc c'est quand même plus violent. Et ce que je trouve vraiment, pour le coup, ce que je trouve bien dans le scénario, c'est qu'on a vraiment à chaque fois cette montée des enjeux pour le personnage, et le fait que la panique augmente, et que du coup il se rend compte que petit à petit les choses sur lesquelles il compte le plus marchent le moins bien pour sa défense ou pour sa survie. Mais c'est un homme très enfantin. Et je pense que c'est toute la caractéristique du personnage. C'est cet homme qui veut tout manipuler, c'est cet enfant en fait qui veut tout manipuler, justement parce qu'il est complètement perdu, parce que je pense qu'il y a eu la mort très traumatique de son père, et le fait qu'il n'a jamais pu passer au-dessus de ça. Et donc on a d'un côté l'homme très viril avec ce statut, cette richesse, sa domination qu'il étend sur les autres et sur son environnement et aussi sur lui-même. Et de l'autre côté, c'est cet enfant qui est complètement perdu, qui sait pas quoi faire. Il y a un plan qui est extrêmement parlant. On a sa servante qui est une vieille femme en plus qui s'occupe de lui. Et il a littéralement un verre de lait avec son repas préparé par la vieille femme. Et
Et on se rend compte que la moitié de son visage est à moitié dans un clair-obscur. On a toute une partie qui est dans le noir complètement et l'autre partie qui est dans la lumière. Et on se rend compte à ce moment-là de la part d'ombre qu'il y a et qui plane au-dessus de lui. Et surtout au moment où le film se passe, il vient d'avoir le même âge que celui où son père a mis fin à ses jours. Donc on sent vraiment le fait qu'il est désemparé à ce moment-là. Mais typiquement, le repas qu'il mange, c'est le genre de choses que je pourrais faire aisément, quoi. Et oui, ça fait très club sandwich, verre de lait. Et surtout, il prend le truc du four, il a même pas besoin de cuire et tout. C'est vraiment assister en un sens, en mode... Exactement. Il peut pas vivre sans le crochet d'une personne qui prend soin de lui, quoi. Donc du coup, c'est typiquement le comportement d'un enfant ou d'un adolescent, quoi. C'est quand même une des choses qui m'a fait apprécier le personnage d'une certaine façon. Je pense que c'est ce côté très enfantin qui va chercher un peu la pitié, entre guillemets, du spectateur. Je trouve que c'est un personnage extrêmement antipathique. C'est le genre de personnage que personnellement je déteste parce que je n'arrive pas à me lier à lui d'aucune façon. Et je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde de se lier à un personnage comme ça. Et le fait qu'il soit désemparé de cette manière-là, ça a procuré cette espèce de plaisir un peu sadique chez moi de le regarder en train de galérer, de le voir en fait passer par cette difficulté pour essayer de regagner son humanité, sa fragilité et sa sensibilité. On a un personnage tellement robotique que c'est plaisant en fait. Je trouve qu'il y a un truc vraiment plaisant à le voir galérer comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que son frère même lui dit à la fin. Il lui dit qu'il était en train de devenir un parfait abruti et que c'est pour cette raison-là qu'il lui a offert la carte de visite. C'est intéressant parce que du coup, tu as eu le regard comme d'une personne qui observait un enfant galérer avec un casse-tête, mais qui était un peu fier que le gosse réussisse à le résoudre, quoi. Limite. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'à la fin, en fait, plus il avançait dans sa quête personnelle, plus moi, j'arrivais à me lier au personnage, plus j'avais pitié de lui quand il avait des difficultés, plus j'ai commencé à avoir de l'empathie pour lui. C'est vrai qu'à la fin, quand je l'ai vu se jeter, il avait tiré sur son frère, et du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu se jeter du haut de l'immeuble, à partir de ce moment-là, j'avais une vraie empathie qui s'était créée avec le personnage, ce qui n'était pas le cas. Si c'était arrivé au début du film, j'aurais été complètement, je pense, j'aurais eu ce côté très froid et distant. Alors que là, j'avais réussi à créer quelque chose avec lui parce qu'on voit vraiment, en fait, on voit le personnage regagner de l'humilité, regagner une fragilité, une sensibilité qui fait de lui un humain, ce qui n'est pas du tout au début du film. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, même si pour le coup, j'ai totalement ressenti la relation avec le personnage différemment. Et pour le coup, je pense que c'est le but du film, c'était littéralement qu'on soit totalement en empathie avec le personnage tout le long du film. Au final, je pense que le film ne cherche pas tellement à nous faire aimer le personnage, mais plus à nous faire, malgré nous, comprendre et ressentir ce qu'il ressent. Et du coup, forcément, on l'aime pas plus que ça. Au contraire, ça reste toujours quand même un connard un peu moins con, un peu moins machin, mais il reste toujours quand même un connard. Oui, je pense que le film est très didactique dans sa manière de faire les choses parce que j'ai pas vraiment ressenti cette envie de nous faire aimer le personnage et tout. Je prends plus ça comme une leçon que comme un film avec lequel je vais moi-même évoluer et grandir émotionnellement. Je trouve que c'est très, très... C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de mal avec, je trouve, certains films de Fincher, parce qu'ils ont, pour moi, un peu tous ce côté très didactique et très froid, en fait. C'est difficile de nouer vraiment des émotions avec ces personnages. Même, par exemple, pour le tout dernier qu'il a fait, Mank. Manque, ouais. J'avais du mal à me lier au personnage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très froid quand même dans son cinéma. C'est très efficace. Les films sont... Je trouve que le scénario est toujours très très bien ficelé. On a toujours des intrigues qui sont très intéressantes. Même par exemple de Social Network, où c'est un film... Enfin, là pour le coup,
même s'ils voulaient nous faire aimer le personnage, je pense que c'est impossible. Bah, c'est tous des personnages antipathiques, en fait. C'est tous des personnages antipathiques, mais pas de la même manière. Par exemple, je trouve qu'à la limite, Panic Room, c'est un des films avec lequel je me suis liée le plus facilement aux personnages. Parce qu'on a des personnages déjà beaucoup plus humbles, des personnages féminins aussi, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai une distance avec les personnages et tout. Je regarde vraiment ça comme une sorte de leçon à intégrer plus que quelque chose de vraiment... comme un parcours émotionnel, en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, je trouve qu'il y a une sorte de deuxième lecture au film. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dans pas mal de ces films. On a ce truc, cette deuxième couche assez méta. Là, par exemple, j'ai l'impression que le jeu, c'est comme un énorme tournage. C'est comme un tournage, en fait, dans le tournage. On a l'impression d'avoir cet énorme processus filmique qui nous amène à vivre quelque chose, mais avec une sorte d'impuissance, parce que on ne contrôle rien, en fait. On est complètement à la merci du processus filmique, du scénario, du personnage même qui vit les événements. Et par exemple, il y a un moment où on a un regard caméra d'un des employés de cette société, la CRS, qui nous remercie. Mais regard caméra. C'est très, très étrange. Ah, je l'ai pas noté, celui-là. Donc moi, je l'ai vraiment vu comme une sorte de dimension méta où on nous montre un tournage dans le tournage. Avec des figurants, un scénario écrit, des acteurs, même le double jeu, par exemple, du petit frère de Conrad. Enfin, c'est... De celui qui fait passer les tests au début du film et tout, qui joue un acteur, Oui. C'est ouf. Là, on a quelque chose... Oui, c'est méta-discursif, totalement. Exactement. Mais on a vraiment une dimension très multicouche, voilà, avec beaucoup de double sens. Je trouve qu'il y a aussi un côté peut-être un peu jeu vidéo. Par exemple, quand la télé, elle se met à parler. Ah bah oui, là, là, typiquement, c'est une expérience de réalité virtuelle, typiquement. Exactement. On a vraiment cette télévision qui nous donne des instructions. On a les clés qu'il doit trouver avec ce côté un peu chasse au trésor, quête. Je trouve qu'on a vraiment des doubles grilles de lecture pour ce film-là. Et en plus, ce que j'ai trouvé très très drôle, c'est qu'il y a la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane. Je l'avais déjà entendue, je me demandais d'où elle venait. Elle venait du trailer de Matrix. De Matrix. Exactement. Ouais. Et cette chanson, elle m'avait déjà... Elle m'avait déjà perturbée à l'époque parce que c'est vraiment toute une métaphore. Oui, sur Alice au Pays des Merveilles. Non-sens, voilà, sur Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve que la métaphore, à ce moment-là, elle joue extrêmement bien parce que c'est vraiment la perte de contrôle totale d'un univers, la perte totale de repères et de sens. Et j'ai trouvé ça assez bien choisi pour le coup. Ah oui, totalement. De mon côté, je trouve que c'est super intéressant de ce que fait le film au début pour présenter son personnage. On a notamment un personnage qui travaille dans les finances, qui travaille dans les actions, ce qui n'est pas du tout anodin, car c'est un travail où le personnage, où les personnes doivent être très calculateurs, où on doit avoir l'habitude de prédire les fluctuations du marché, de contrôler l'incontrôlable, de contrôler les crises, toutes les choses qui peuvent subvenir, voilà. Et le taf, justement, du personnage, qui s'appelle comment déjà ? Nicolas, voilà, de Nicolas, justement, c'est de fournir un parachute pour les entreprises et de se pallier à toutes les situations. Et c'est intéressant parce que du coup, l'information est la clé pour contrôler toutes les situations. Et c'est pour ça notamment que le soir, chez lui, il a une vie de merde, soit dit en passant. On regarde tout le temps le journal télévisé parce que c'est l'information. Il y a une autre description du personnage qui nous est faite via un contre-exemple. Et ça, c'est notamment via un repas avec son frère Conrad, au début. Lors de cette entrevue où, clairement, il voit son frère depuis pas mal de temps, on présente un personnage, son frère, aux antithèses de lui. Typiquement, c'est un personnage effronté, mal élevé, avec aucun savoir-vivre, vivant dans l'instant présent, qui a pris de la drogue, enfin, aux antithèses du personnage. Et je pense que c'est un marqueur assez intéressant de montrer des personnages très différents pour le faire imprimer dans le personnage la psyché de Anthony. Et du coup, son frère lui demande pour son anniversaire, qu'offre-t-on à un homme qui a tout ? Et justement, je trouve que c'est le cœur du film. Un personnage qui va se confronter à la seule chose qui lui manque, à savoir l'imprévu, la surprise, voire
un nouveau sens à sa vie. Et c'est intéressant parce que du coup, la réaction de l'autre plus tard dans la conversation, c'est « je déteste les surprises ». Et par ce simple dialogue, le film nous projette sur le conflit que va vivre le personnage et le spectateur, le cœur véritablement de l'histoire qui va s'ouvrir à nous. Par juste cette scène, en fait, il y a toutes les bases, toutes les règles du jeu, en un sens, qui sont données au spectateur. Et ça, je trouve ça assez incroyable de Fincher et en termes d'écriture, d'avoir exposé cela. Alors du coup, comme tu dis, le jeu commence avec la peluche. Et on a notamment les débuts de la perte de contrôle qui se manifeste dans l'esprit du personnage, avec notamment ce sentiment de paranoïa, avec l'impression d'être sous le regard de tout le monde. On a l'impression que le personnage, tous les passants, toutes les personnes qui l'entrevoient sont des acteurs potentiels, des complices du jeu auquel il participe. Ensuite, il y a le premier accro, la première surprise qui s'offre à lui malgré lui, c'est quand il a l'impossibilité de virer un autre personnage. Et forcément, qu'arrive-t-il à un mania du contrôle lorsque celui-ci se voit confronté à quelque chose d'imprévisible qu'il ne peut contrôler et dont il est victime? Il pète un câble. Il pète un câble littéralement sur un banc où il défonce sa valise, l'objet justement de ça. Il défonce sa valise sur un banc très loin au second plan et c'est le début justement de son contrôle tout-puissant. C'est le début de la fin. Et puis, là, le jeu prend des dimensions assez incroyables où la prétendue aventure d'un soir dont il n'a aucun souvenir, mais dont il y a l'épreuve, et ben ça se retourne contre lui comme une machine à sang. Et là, c'est, on va dire, la psychose ultime pour tous ceux qui sont fans de contrôle. La machine à sang, le complotisme, tous ces trucs-là, ça donne une impression que l'univers entier est contre nous, que tout, que ce soit aussi bien le personnel, aussi bien le matériel, toutes nos relations sociales, tout se retourne contre nous. C'est, j'ai envie de dire, la kryptonite pour toutes les personnes qui contrôlent leur vie comme Nicolas. Ouais. Donc c'est intéressant aussi, c'est que le jeu commence et le spectateur découvre ce manège en même temps que le personnage. Et c'est, je trouve, une approche très intéressante. C'est typiquement la focalisation interne. Et du coup, ça met le spectateur et le personnage, spectateur et acteur, de ce qui lui arrive. Et ça permet de dérouler l'histoire comme franchement, typiquement, c'est une histoire très classique en soi. Quand on y réfléchit, c'est un personnage qui vit des événements chronologiques d'un point avec un point A, un point B, quoi, typiquement. Et du coup, ça permet de dérouler l'histoire en crescendo et ainsi faire ressentir au spectateur les mêmes émotions que traverse le personnage. Mais je trouve que ceci a ses limites. Parce que tout enchaîner sans le moindre sens, comme un enchaînement de péripéties, comme le dit à un moment dans le flic dans le film, il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas de mobile, il n'y a aucune raison qu'il y a derrière, en fait. C'est horrible ce que je vais dire, surtout pour du Fincher. Mais typiquement, c'est une attraction auquel est confronté le spectateur et le personnage. C'est un jeu, certes, mais c'est aussi une attraction où les événements se déroulent face à nous et tout ce qu'on a à faire, c'est ressentir, c'est vivre les événements sans véritablement et à aucun moment les remettre en question ou remettre en question les règles du jeu. À un moment, typiquement, il essaie de porter plainte et tout, mais tout le monde est de mèche et la seule raison, le seul gros mobile qui nous est présenté comme quelque chose de très mineur, c'est une certaine arnaque financière qui est là aussi le plus grand cauchemar de tous les hommes riches qui ont énormément de pouvoir, c'est se retrouver sur la paille et une vie de dur labeur, on va dire, se réduire à néant, même si, bon, c'est pas vraiment du labeur, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, et ce que je trouve drôle, c'est le fait que j'ai l'impression que le film nous pousse en fait à ressentir certaines choses et qu'il y a ce truc par moment qui est un peu forcé. Donc je suis pas sûre que ça marche si bien que ça. Par exemple, moi je sais que j'ai gardé une certaine distance et avec le personnage et aussi avec le film, mais certainement parce que j'avais une distance avec le personnage. Et donc c'est vrai que je trouve qu'il y a ce côté peut-être un peu trop forcé qui moi ne m'a pas forcément convaincue dans ce que ça voulait démontrer. Je sais qu'il y a des films qui ont été beaucoup plus efficaces à me faire sentir dans la même situation que le personnage, sans que ce soit autant calculé. En fait, je trouve que c'est un film très calculé et très très dans la maîtrise pour ce que ça dénonce.
C'est assez ironique, je trouve. Tu pensais à d'autres films, mais tu dirais quel film, à comparaison? Ah bah, par exemple, celui dont on va parler après, Take Shelter. Ah oui, bah Je trouve qu'il est totalement. beaucoup plus efficace dans la Ah, manière de totalement. faire perdre le contrôle. Mais je pense aussi au film Mother de Darren Aronofsky, qui est hyper efficace aussi dans la manière de faire perdre le contrôle. Moi, je me Totalement. suis beaucoup plus sentie dans une perte de contrôle. Alors que je suis pas sûre que ce soit vraiment le sujet premier du film, parce que le film est très très multiple dans ses thématiques et tout. Mais je trouve que la manière qu'il a, et je pense que ça passe aussi par une mise en scène qui est beaucoup plus souple et qui est plus qui épouse plus le personnage principal, alors que celle de Fincher, moi je trouve qu'il a une mise en scène qui est super. Par exemple, je trouve que Fincher est très très bon quand il fait des films d'enquête, parce que je trouve qu'il a cette méthodologie, ce truc très ce montage très efficace, ou alors le récit qui est extrêmement bien écrit, qui est très très bien ficelé, qui se répond, qui est très connecté en fait aux divers événements qu'on peut avoir dans l'histoire. Et je trouve que par exemple pour les films d'enquête, ça marche extrêmement bien. Je n'ai aucun problème à regarder un film d'enquête de 2h30 qui est fait par Fincher, parce que je trouve qu'il y a une logique dans la mise en scène qui épouse parfaitement celle de la méthodologie, si on veut, journalistique par exemple, ou alors ou du droit ou de l'enquête, enfin bref. Alors qu'ici, on est dans un truc presque où on aurait envie que ça parte en vrille plus, alors qu'on reste sur des bases très très fermées de mise en scène classique, entre guillemets. Et justement, je pense que c'est là le problème du film, en fait. C'est que le film est dans un entre-deux. Un entre-deux où il a à la fois un film d'enquête qui veut nous faire montrer qui est le grand Manitou, est-ce que c'est une machination. Du coup, c'est un peu un personnage qui enquête sur SRS. Et en même temps, il est aussi dans le procédé du OK, il faut que je fasse ressentir ça au personnage. Donc, du coup, je mets plein d'événements, plein de péripéties, quitte à ce que ça n'a aucun sens. Et du coup, le fait d'être dans un entre-deux, bah, moi, je me suis un peu senti détaché parce que je me disais, OK, bon, il vise tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est le dénouement. Et limite, le chemin, je commençais à m'en foutre. Et comme tu dis, Fincher est très bon pour les films d'enquête. Quand on voit Zodiac ou même The Manhunter, le mec est très bon pour les enquêtes. Ou même Gone Girl, voilà, c'est de l'enquête typiquement. Mais là, le fait qu'il a désolé de l'expression, le cul entre deux chaises, eh ben c'est pas efficace, ça marche pas du tout. Et moi, je trouve ça dommage. Après, il reste quand même très bon dans ce qu'il fait, et c'est vrai que le film est très didactique, tu vois, mais oui, il arrive quand même à servir assez bien son propos. Mais je pense que c'est le genre de réalisateur qui est quand même dans un... D'ailleurs, je trouve ça extrêmement ironique, parce que je trouve que c'est vraiment le réalisateur du contrôle, en fait. Et il fait un film, justement, où il faut se détacher du contrôle. Totalement. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extrême... on l'a vu, par exemple, pour le dernier film qu'elle a fait. Manque, c'est exactement ça. C'est littéralement des acteurs qui racontent à quel point il fait, 48 prises, un nombre de prises voire plus, hallucinant pour une séquence où il fait tourner des acteurs, il fait jouer des acteurs dans des plans dans lesquels il ne figure pas la caméra. C'est du contrôle à la Orson Welles, qui va parfaitement avec le propos du film. Et je trouve que c'est extrêmement ironique de voir un homme qui a probablement des problèmes similaires à ceux de son personnage, et qui fait un film pour dénoncer justement le fait qu'il faut sortir de ce truc-là. Sauf que son film s'est enfermé dans une structure qui est extrêmement qui est extrêmement dans la maîtrise, qui est dans le contrôle, et qui du coup n'a pas ce truc de folie qui peut-être marcherait encore mieux. Alors que par exemple un film, on va en parler après, mais un film comme Donnie Darko, c'est un film qui se permet des choses et qui est hors genre, qui est hors limite, qui est dans son propre univers. Et je trouve que le propos se sert vachement mieux d'une structure qui est malléable plutôt que de la structure stricte et sévère qu'il applique que là, Fincher, par exemple, applique au film, je trouve. Mais je pense aussi, c'est plus simple dans les deux films qu'on va parler après, c'est que la réalité entre la manière dont la fiction se mêle à la réalité permet d'avoir cette confusion chez le spectateur, chez les personnages, qui est beaucoup plus plausible, paradoxalement, qu'avec une approche ultra réaliste de The Game, où en fait, tout doit avoir une explication, où tout, en fait... Mais en tout cas, ce qui est dingue quand même dans The Game, tu te rends compte finalement que c'est un fantasme de David Fincher. Quand David Fincher met en scène l'acteur Michael Douglas, typiquement, il se met à sa place.
il se met à sa place en tant que personnage, il se met à sa place aussi en tant que réalisateur, où typiquement, bah, le film, c'est quoi? C'est SRS qui mène à la baguette un personnage pour son divertissement. Et nous, en tant que qualité de spectateur, c'est quoi? C'est un réalisateur qui mène à la baguette des spectateurs pour le divertissement du spectateur. Enfin, c'est assez dingue quand même. Et Oui, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est la structure méta du film, elle est indissociable du récit en lui-même. exactement. Ah bah exactement. Mais du coup, bah, c'est un peu... oui, c'est un peu, voilà, Fincher qui fait Mumuse. Nous, qui sommes un peu les jouets de Fincher. Donc, certes, c'est efficace, certes, ça marche. Certes, on ressent la perte de contrôle comme le personnage, mais on sent aussi qu'il y a un peu des ficelles qui nous contrôlent et qui nous forcent à ressentir telle ou telle chose. Mhm. Et ça, peut-être, c'est peut-être la... Ouais, peut-être un point... Pas un point négatif, mais une des limites du film. Ouais, je suis d'accord.